Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière soirée de l'Université de la Vie, édition 2018 consacrée au temps. Que faire du temps? Nous avons eu ces 4 soirées. Une première soirée, nous avons réfléchi sur notre rapport au temps et le rapport que la société a avec le temps. Une deuxième soirée, nous sommes concentrés sur cette réflexion de l'instant présent, être présent. La semaine dernière, lundi dernier, nous avons réfléchi à cette question du recul, de la prise de distance et du fait de se donner du temps. Ce soir, nous allons réfléchir avec nos 4 intervenants sur conserver, progresser. Tout d'abord, nous allons avoir une première intervention de Pierre-Yves Gomez, qui est économiste, professeur à l'école de management de Lyon, qui nous propose ses réflexions sur l'écologie humaine, les critères de l'écologie humaine pour notre temps. Nous aurons une deuxième intervention de Blanche Streb, qui est la directrice de la recherche et de la formation d'Alliance Vita, un progrès au service de l'homme. Comme chaque semaine, nous avons le décodeur bioéthique, des clés pour comprendre et des outils pour argumenter. Ce soir, Tugdual Lerville nous propose sa réflexion, s'ajuster au temps. Et nous terminerons cette soirée avec une intervention conclusive de François-Xavier Pérez, qui est le président d'Alliance Vita, et qui nous proposera ses réflexions autour de faire du temps notre allié. Conserver, progresser, c'est notre 4e et dernière soirée de l'Université de la Vie 2018. Très belle émission à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour cette soirée de réflexion et heureux de partager mes propres réflexions sur le sujet. Quelques critères de discernement tirés de l'écologie humaine pour notre temps. Alors peut-être qu'il faudrait recadrer pourquoi on a besoin de critères de discernement de façon, on a toujours besoin, mais de façon très importante aujourd'hui. Des critères de discernement pour discerner sur quoi? Notre monde change. On le sait, il est bouleversé démographiquement, économiquement, technologiquement, géopolitiquement. Nous sommes dans une période, comme il y en a quelques-unes dans l'histoire, de grands bouleversements. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, ce n'est pas la dernière, mais nous y sommes. Ce qui est caractéristique, en revanche, de notre période, donc ce n'est pas le fait que ça bouge, c'est le fait que notre temps se définit comme un temps qui bouge. Définit le fait de bouger, le fait de se transformer, le fait de progrès, comme le sens même de notre vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, le sens même de notre société. Donc ça c'est relativement nouveau. Et c'est même, plus que nouveau, c'est perturbant. Parce qu'on peut se dire, finalement, tout change. Tout ce qui change est considéré comme positif parce que ça change. Et pourtant, on assiste à des drames, à des catastrophes, à des grandes erreurs dans les choix qui ont été accomplis par les générations précédentes, voire les politiques précédentes, voire les politiques, voire les entreprises. Donc tout change, tout bouge, ça a l'air positif, ça perturbe tout, et en même temps il faut bien se poser la question, au nom de quoi je peux dire que cette évolution, c'est un progrès? Et je voudrais insister sur ce point. Toute évolution n'est pas un progrès. Toute évolution n'est pas un progrès. Tout changement n'est pas un progrès. Il y a un progrès si, selon des critères clairs, établis, discutés, controversés peut-être, on peut considérer que la société, après la décision, est meilleure sur tel point qui aurait été précisé que la société précédente. Il y a progrès si on estime, si on discerne l'avancée que l'on a définie par les bouleversements qu'on a mis en œuvre. Donc tout bouleversement n'est pas un progrès. Il y a une sorte de pathologie du progrès qu'on va appeler le progressisme. C'est-à-dire une sorte de croyance que parce que ça change, c'est nécessairement du progrès. Ça, je crois que nous avons tous, quelles que soient nos opinions, de croyances, nous avons tous à nous corriger de ce biais, de cette pathologie sociale, parce que l'expérience montre depuis un siècle, depuis 50 ans, que tout ce qui a changé n'a pas nécessairement constitué du progrès. Il n'y a qu'à regarder les impacts écologiques considérables et pour des générations de décisions qui ont été prises précisément sans discernement, mais parce que la technologie, parce que les nouvelles énergies, c'était des progrès. Donc,
Voilà le sens de cette intervention, de ce petit travail, de cette petite réflexion que je partage avec vous sur ce que peut être le sens de progrès. Et j'insisterai sur le fait que nous sommes tous pour le progrès. Nous sommes tous des artisans et nous sommes tous mus par le goût du progrès. Il ne s'agit pas d'opposer les anti-progressistes aux progressistes. Il s'agit d'opposer ceux qui discernent ce qui est réellement du progrès de ceux qui sont pris par l'hubris, le délire du progrès et qui n'ont plus le sens du discernement pour savoir si les transformations sont réellement du progrès. C'est pourquoi je vous propose 3 critères issus de l'écologie humaine dont je vais parler pour essayer de discerner ce qui peut être évalué comme du progrès dans les décisions que l'on prend concernant la vie, mais aussi l'économie, mais aussi la technologie, mais aussi la politique. Le premier des critères, c'est avoir ce que j'appellerais une écologie de la transformation. Je m'explique. Tout est lié. Si on prend une décision quelque part, aujourd'hui, dans un monde complexe, systémique, où tout est relié, ne serait-ce que par l'information, par les flux financiers, par les flux monétaires, lorsqu'on prend une décision quelque part, ça aura des conséquences ailleurs. Donc le premier critère de discernement, c'est de prendre conscience que, comme tout est lié, une décision apportera du progrès à la société si on évalue non seulement la décision qu'on prend localement, mais les conséquences que ça va avoir ailleurs. Une décision sur, je vais prendre un exemple totalement au hasard, sur le mariage par exemple, ça n'a pas que des conséquences sur la sociologie du mariage. Ça peut avoir des conséquences sur la démographie, sur l'économie du mariage, ça a des conséquences beaucoup plus vastes. Et donc, premier critère de discernement, est-ce qu'on est capable de faire le lien entre les choses, d'où écologie humaine. Alors, humaine parce que c'est au centre, hein, l'humain est au centre, je ne vois pas quel est le facteur plus intéressant que l'humain pour un être humain. Mais écologie, oikos, notre maison, éco, hein, notre maison, elle nous est commune, et donc ce qui se passe dans une des pièces de la maison peut jouer sur toute la maison. Acquérons le sens de ce tout est lié, donc la prudence, qui consiste à se dire, avant de s'enthousiasmer pour une nouvelle, je ne sais quoi, norme, décision, une avancée, mesurer les conséquences que ça peut avoir, qui peuvent être très positives, hein, pour d'autres espaces de notre maison commune, mais qui peuvent être aussi négatives, et ça vaut la peine de le savoir avant, et pas de se rendre compte que la planète est polluée après avoir développé des énergies fossiles. Tout est lié, premier critère. Deuxième critère, je l'exprime dans une phrase que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous, on ne peut progresser que si on sait conserver. On ne peut progresser que si on sait conserver. Lorsqu'on prend une décision qui bouleverse, qui change, qui fait évoluer, avec cette intention de progresser, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que l'on doit conserver pour pouvoir progresser? Qu'est-ce qu'il est absolument indispensable de conserver dans cette société pour pouvoir la transformer, pour la rendre meilleure, plus belle, plus juste, plus accueillante? Qu'est-ce qu'il faut conserver? Aujourd'hui, se pose la question des migrants. La question, c'est pas d'être pour ou contre, c'est de savoir ce qu'il faut conserver de nos sociétés, y compris pour pouvoir accueillir des migrants. Parce qu'on accueille dans une maison que si il y a de quoi manger, s'il y a une porte ouverte, s'il y a une porte donc qui est ouverte, s'il y a des raisons pour que les migrants viennent chez nous. Donc vous voyez, c'est très naïf et très dangereux de ne s'intéresser qu'à une partie du problème qui serait qu'est-ce qui change, hein, qu'est-ce qui nous fait avancer, sans se poser la question immédiate, mais qu'est-ce qu'il faut que nous conservions pour que, y compris ceux qui changent, puissent changer. Donc, deuxième critère, qui est un critère de la vie, ça, vous savez, dans la vie, le seul objet qui ne fait que changer, sans se conserver, c'est un cadavre, hein, il se dissout. Mais la vie, c'est toujours une part de conservation qui permet une part de transformation, d'évolution, d'adaptation. Donc c'est notre deuxième critère, savoir conserver pour progresser. C'est un grand principe de l'écologie humaine, puisque dans l'écologie, bien sûr qu'il y a tout est lié, mais il y a aussi le fait que nous sommes dans la durée et que ce qui se passe aujourd'hui est relié à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Donc tout est lié dans l'espace, mais tout est lié aussi dans le temps. Et puis troisième critère qui est en lien avec ces deux premiers critères, c'est le critère de
de la séquence dans le temps. On a tendance à dire, lorsqu'on change, qu'il y a un progrès, une transformation, on a tendance à dire ce qui était avant est obsolète, et archaïque, et démodé, et dépassé. Et donc, on a tendance à présenter l'évolution de manière linéaire. Il y aurait des choses à changer, à faire disparaître définitivement, et il y aurait des choses nouvelles qui transformeraient tout depuis zéro. Or, c'est pas comme ça que ça se passe, ni dans notre vie, ni dans la vie sociale. Dans notre vie comme dans la vie sociale, ce qui disparaît laisse des traces malgré tout. Des blessures, des souvenirs, une mémoire des formes, une mémoire des choses. Pour faire l'image, la transformation des sociétés ou des êtres, ça n'est pas linéaire, c'est par strates cumulatives. On hérite de notre passé, de notre enfance, de notre adolescence, de tout ce qui s'est passé dans notre vie, et même si on change, même si on progresse, même si on se transforme, c'est toujours par accumulation. Alors bien sûr qu'il faut se débarrasser de certaines choses, mais il restera qu'une partie importante de nous-mêmes et de nos sociétés se construira par accumulation. D'où le troisième critère, qu'est-ce qui dans ce qui va se transformer, peut-être disparaître, va continuer à alimenter notre souvenir, notre mémoire collective, nos pratiques. Par exemple, on a beaucoup parlé, pour un exemple historique, de la Révolution française. On en pense ce qu'on veut. Et reste que dans notre imaginaire collectif, tout ça, ça s'est imprégné. Que la royauté s'est imprégnée. Et vous voyez qu'on a accumulé des strates et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, y compris dans les transformations les plus échevelées, les plus avancées et les plus ambitieuses, les plus optimistes, nous héritons de ça. C'est le troisième critère. Soyons conscients du fait que nous sommes toujours en héritage. Donc nous avons nos trois critères tirés de l'écologie humaine. Donc écologie humaine, je le rappelle, parce que on ne peut pas isoler un problème de son contexte, mais on ne peut pas isoler un problème des structures qui le relient à d'autres problèmes. Tout est lié, nous sommes dans un monde qui est commun. Écologie humaine. Tout est lié. Nous avons à choisir entre transformer, conserver, mais nous savons que lorsque nous transformons, il faudra conserver toujours quelque chose. Et troisième critère, nous savons que lorsque la société, nous-mêmes, nous évoluons, nous sommes toujours héritiers de ce qui s'est passé avant et qu'il faut en être conscient, mieux que ça, gestionnaire. Hein. Non seulement en prendre conscience pour soi, mais aussi savoir le gérer. Donc ces trois critères nous amènent à refuser deux attitudes, le progressisme et le conservatisme. Le progressisme, c'est, je l'ai dit au début de cette intervention, cette espèce d'illusion selon laquelle, parce que ça change, ça se suffit à soi-même pour dire c'est mieux. Non, j'en sais rien. Par rapport à mes trois critères, ça peut être mieux localement, mais ça peut mettre en cause d'autres espaces de la vie sociale, et ça vaut la peine de savoir que tout est lié. Donc, progressisme, cette illusion très naïve, très adolescente, finalement, de dire parce que ça change, ça se suffit à soi-même. Le conservatisme, c'est les deux pieds dans le même sabot, rester le frein à main, et se dire il faut absolument que rien ne change, parce que ça, on connaissait la société avant, et tout ce qui change la remettra en cause, et donc c'est morbide. Non, la vie, c'est de l'adaptation. C'est pour ça que je disais, nous sommes pour le progrès, nous devons être pour le progrès. Quand on est pour la vie, on est pour le progrès. Donc il ne faut pas se laisser raconter d'histoire par ceux qui seraient des gens de progrès, et puis il y aurait les conservateurs qui défendraient la vie. Défendre la vie, c'est défendre l'adaptation de la vie, donc le progrès, et évidemment la conservation. Et c'est là où on a besoin de cette intelligence que peut procurer une écologie humaine, c'est-à-dire une intelligence de l'ensemble de ce dans quoi nous vivons. Donc je crois qu'on devient vraiment homme, femme de progrès lorsqu'on tient compte de ce qu'est véritablement le progrès selon ces trois critères. Je vais prendre un exemple que mon cher ami Tugdual a à cœur, qui est celui du transhumanisme. On a trop tendance à caricaturer en disant qu'il y aurait les progressistes, alors qui seraient vraiment pour la transformation de l'être humain de rien. Puis il y aurait les conservateurs qui, eux, ne voudraient ne rien changer, même pas acheter une paire de lunettes parce que ça se transforme en individu. Évidemment que c'est pas ça. Le sujet, c'est bien sûr que nous sommes pour le progrès médical. Bien sûr que, non seulement nous sommes, mais nous l'accompagnons.
mais toujours en se demandant qu'est-ce qu'il faut conserver de l'être humain pour que ce progrès des personnes soit un progrès des personnes, pas un progrès des machines, pas un progrès des laboratoires pharmaceutiques, pas un progrès des personnes, écologie humaine. Et en ce sens, c'est précisément parce que nous sommes pour le progrès que nous avons à nous interroger pour savoir qu'est-ce qu'il faut conserver de l'être humain pour que le transhumanisme ne soit pas ce délire progressiste qu'on nous présente parfois, à mon sens, de manière très marketing, plus marketing que réaliste. Voilà, je crois qu'il faut reprendre en main cette notion de progrès à partir de la bonne vieille notion de prudence. Hein, la prudence, c'était une vertu politique qui consiste à évaluer les choses tranquillement, avec le temps qu'il faut. On reparlera prochainement du temps, avec le temps qu'il faut pour peser, pour mesurer, pour mettre en relation les choses, ce qui est lié dans l'espace et ce qui est lié dans le temps, et appliquer ce principe de l'écologie humaine qui nous porte, qui nous anime, produire un monde qui s'adapte, donc qui est en progrès, mais un monde pour tout l'homme et pour tous les hommes. Bonne soirée. L'accroche qui est proposée par ceux qui pilotent les états généraux de la bioéthique, le CCNE, est « Quel monde voulons-nous pour demain ?» C'est une vraie question qui renvoie à notre responsabilité individuelle, collective et politique, mais vu les enjeux qui sont abordés dans ces états généraux, est-ce que la bonne question ne devrait pas plutôt être « Quel homme voulons-nous dans le monde de demain ?» Les nouveaux progrès scientifiques, ils mélangent souvent des avantages et des inconvénients, des bénéfices et des menaces, de manière parfois assez subtile, dans une même enveloppe. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine des biotechnologies, les technologies qui touchent au vivant, et surtout dans le domaine de la procréation humaine. Je voudrais évoquer ce soir avec vous le basculement qui s'opère actuellement dans ces sujets d'assistance médicale à la procréation, en nous invitant à prendre beaucoup de hauteur sur ces sujets pour ne pas nous limiter à la question importante du désir d'enfant, ni au sujet grave de l'infertilité médicale. Je voudrais qu'on prenne de la hauteur pour bien comprendre que ces enjeux de l'assistance à la procréation ne se limitent pas à la certes grave injustice de vouloir légaliser la fabrication d'enfants délibérément privés de père. Les sujets qui sont en débat dans ces états généraux, outre l'ouverture de la procréation, concernent des réflexions sur les techniques d'analyse et de modification de l'ADN, par exemple, et les recherches aussi portant sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires, et pas seulement en recherche fondamentale qui aboutissent à la destruction de ces embryons, mais aussi dans le domaine de l'intervention sur l'embryon humain dans des perspectives de grossesse. Alors qu'est-ce que cette dernière marche de la PMA entraînerait ? Eh bien, nous quitterions le champ du traitement de l'infertilité, on ouvrirait cet accès à des personnes qui ne sont pas infertiles, et donc on quitte le domaine du soin. On consacrerait là un droit à l'enfant à tout prix et selon n'importe quel procédé, et ce serait une forme finalement d'asservissement de la médecine au service des désirs individuels, un glissement vers le business procréatif. Et également une contribution dans la porte qui s'ouvre sur le tri et la production d'êtres humains selon certains critères. Au fond, c'est une forme de soumission de la vie à la biotechnologie et cela entraînerait un profond changement de regard que l'homme pose sur la manière de fabriquer des humains. Et je pense qu'en y réfléchissant en conscience, nous pouvons nous accorder tous sur les limites qu'il serait vraiment bon de poser. D'abord, je voudrais vous proposer quelques points de contexte dans lequel nous sommes actuellement. On peut faire d'abord ce constat, en dépit de tout jugement moral, que nous sommes dans une société eugénique. Personne ne l'a vraiment décidé, c'est un ensemble largement mis en œuvre par la technique elle-même. Et l'eugénisme est devenu à ce point démocratique que la culture, la société et les personnes elles-mêmes maintenant s'y acclimatent petit à petit. La technique, en particulier les DPI et les diagnostics prénatals, ont abouti finalement à devoir aujourd'hui décider de juger quelle vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Deuxième élément de contexte, la fabrication in vitro, hors du corps de l'embryon, l'a externalisée.
l'a rendu finalement disponible dans l'éprouvette. Il n'est plus conçu, il est fabriqué. Made in éprouvette. Et finalement, l'avoir sorti du corps comme ça, a abouti à ajouter un espèce de service de contrôle qualité dont les parents finalement ne sont pas forcément demandeurs au départ. Ce qu'ils voulaient, c'est juste un enfant. Mais la technique a fini par s'imposer d'elle-même. Il est donc possible, troisième point de contexte, de passer les embryons dans un tamis. Et ça se multiplie, notamment par le diagnostic préimplantatoire, qui consiste à prélever une cellule sur l'embryon in vitro pour analyser son ADN. Eh bien, ces techniques, au départ, étaient réservées à des couples dont l'un des membres ou les deux se savaient porteurs de gènes prédisposant à des maladies. Mais nous sommes déjà en train de dépasser ce stade. Et dans certains pays, ces tests se multiplient pour la recherche de maladies, de nombreuses maladies, dont certaines ne sont déjà plus graves ni incurables. L'exemple le plus intéressant peut-être étant la recherche du strabisme en Grande-Bretagne. Dans certains pays, ces diagnostics servent déjà à choisir le sexe. Et nous dit-on, la couleur des yeux est annoncée comme un futur gros marché. Quel besoin de choisir la couleur des yeux de ces enfants ? Eh bien, en fait, ce désir, il naît parce que la technique le permet. L'offre crée la demande et comme souvent, l'une nourrit l'autre par la suite. Je pense que ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'on ne choisit pas forcément là un critère dans ce que je vous décris du diagnostic, mais on choisit un embryon porteur d'un critère pour rejeter les autres. Quatrième élément de contexte, l'idée déjà évoquée, l'idée qui s'impose d'un droit à l'enfant. Et diverses lois encouragent cette forme de fantasme finalement. Aujourd'hui, on peut quasiment commander un bébé par Internet et le marché de la procréation est colossal et mondial. On peut commander du sperme au Danemark, on peut commander des ovocytes d'américaines. En quelques clics, on peut choisir une mère porteuse sur catalogue, faire un Skype avec un avocat pour mettre au point un contrat et au passage des intermédiaires s'engraissent de tout cela. Cinquième point de contexte, il est très important, l'embryon est devenu modifiable. Et c'est des sujets qui sont en débat dans ces états généraux, notamment par le génie génétique et une technique dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui permet assez facilement de modifier l'ADN en enlevant ou en ajoutant un gène de n'importe quelle cellule. Merveilleuse perspective en termes de thérapie génique, mais vertigineux génie génétique, si on peut dire, sorti de sa bouteille, si on l'imagine être appliqué à l'ADN des gamètes ou des embryons pour choisir certains des critères de cet embryon. C'est la porte ouverte au bébé sur mesure. Autre technique également discutée, c'est ce qu'on appelle la FIV à 3 parents, ou appelée aussi don de mitochondrie. Là, c'est une technique qui combine 2 ovocytes, celui de la mère intentionnelle et celui d'une donneuse, et un spermatozoïde. L'ovocyte de la donneuse ne sert qu'à donner ses mitochondries. Ce sont des petites usines à énergie qui sont défectueuses chez la mère intentionnelle. Pour la donneuse d'ovules, on parle de contributrice génétique parce que l'embryon ainsi fabriqué, en fait, possède 3 ADN. Les 2 ADN des chromosomes des parents intentionnels et l'ADN présent sur ces mitochondries qui proviennent donc de la donneuse. Dans les débats, ce qui est mis en avant dans cette technique, c'est de pouvoir éviter une transmission de maladies de la mère à l'enfant. Mais il y a derrière cela beaucoup d'autres desseins, celui notamment de faire tourner l'horloge biologique de l'ovocyte à l'envers. Puisqu'on parle du temps, je voulais m'arrêter là-dessus, parce qu'en fait, ces mitochondries, on les soupçonne de pouvoir rajeunir les ovocytes. Donc il y a un gros marché qui s'ouvre là. Et d'ailleurs, le scientifique qui est à l'origine du premier bébé né de cette technique au Mexique, ne se cache absolument pas de ces perspectives, des travaux qu'il fait là-dessus, qui ne sont pas du tout pour éviter des maladies, mais pour rajeunir les ovocytes.
Ces deux techniques que je viens d'évoquer, vous en entendrez peut-être parler dans les débats de ces états généraux. On parle de thérapie d'embryon ou de thérapie embryonnaire. Elles ne sont pas encore autorisées en France, ne seront pas forcément dans le projet de loi, nous verrons. Mais je voudrais m'arrêter avec vous une minute parce que c'est un sujet assez important. En gros, on planifie à l'avance la fabrication d'embryons qu'on sait susceptibles de porter des anomalies. Ces embryons n'existent pas encore, on les fabrique, on sait qu'ils seront sans doute malades. On évoque, pour justifier toutes ces expériences, l'intérêt donc d'un enfant qui n'existe pas encore. Et ici, l'enfant intentionnel, du coup, prend vie et est considéré comme un futur patient. Alors celui qu'on considère parfois comme un simple amas de cellules ou un matériau de recherche, ou même on considère parfois qu'il n'existe pas juste parce qu'il n'a plus de projet parental, deviendrait un patient avant même qu'il n'existe. Vous voyez la toute-puissance finalement de la décision d'autrui sur l'attribution de l'existence ou de la non-existence. Ces techniques donc aboutissent à créer des embryons qui ne seraient peut-être pas viables naturellement, mais on les force à devenir viables. Puisque la technique les a créés, y compris malades, la technique doit donc les modifier, les réparer. Vous voyez comme ici, la technique fait un appel d'air à la technique. La technique doit venir corriger ce que la technique permet. Et pour mettre au point ces thérapies, il va falloir des centaines, voire peut-être même des millions de tests sur des embryons existants et sains. On va donc consommer des embryons sains pour développer des techniques qu'on suppose dans l'intérêt de quelques autres qui n'existent pas encore. En dehors des réflexions éthiques que vous sentez importantes, il n'y a aucune certitude sur la sécurité ni sur l'efficacité de ces techniques parce qu'on ne pourra jamais présumer par avance qu'elles seront totalement sûres. Pourquoi ? Parce que quand bien même on ferait beaucoup de tests, les embryons ainsi fabriqués seraient de toute façon toujours des êtres uniques, avec un ADN unique, donc ils seront eux-mêmes toujours des tests grandeur nature de la technique qui les aura créés. Des cobayes en quelque sorte. On peut vraiment se questionner ici sur ce que la science veut mettre au service du développement du bébé à tout prix, parce que là on est dans le bébé à tout prix, en se conformant à l'idée de le fabriquer, en lui faisant quand même courir des risques sur sa propre santé. Et que dire aussi de la souffrance des familles concernées ? Est-ce que ce n'est pas une manière injuste de répondre à leur désir bien compréhensible d'avoir un enfant par une technique qui bricole un embryon qui ne sera peut-être même pas en bonne santé. Finalement, c'est le bébé biologique à tout prix qui aboutit ici au bébé génétiquement modifié. Disparue la vertu de prudence qu'évoquait Pierre-Yves et le petit principe de précaution. Et d'un autre côté, on l'a vu aussi, il se développe de plus en plus de tests de dépistage et de screening pour trier les embryons, là, dans le concept, fantasme même, du bébé parfait. Vous voyez qu'il y a deux visions qu'on pourrait trouver opposées, le bébé biologique à tout prix ou le bébé parfait, qui semblent s'opposer, mais au fond, ce sont les deux faces d'une même médaille, la toute-puissance, le bébé sur mesure. Je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. Se préparent dans nos laboratoires, les gamètes artificielles. Pourquoi ces recherches ? Pour augmenter le nombre de gamètes disponibles, qui manquent par l'infertilité croissante et aussi par la difficulté d'obtenir des ovocytes chez la femme. Si on a beaucoup de gamètes disponibles, eh bien on aura beaucoup d'embryons disponibles pour faire du tri, mais aussi pour faire de la recherche. Et puis ces gamètes artificielles courent aussi derrière un autre délire scientiste, celui de faire fabriquer des ovocytes à des hommes ou des spermatozoïdes à des femmes. Rapidement, je vous explique comment. Une première technique est de prendre un embryon humain. Les cellules d'un embryon humain, elles ont cette capacité à pouvoir donner n'importe quelle cellule. Eh bien, on va prendre une cellule embryonnaire et on va la forcer à se différencier en gamètes. Là, en franchissant complètement le mur du temps. On passe directement de l'embryon aux gamètes. On peut imaginer un embryon qui ne fait plus l'objet d'un projet parental, parce que resté au stade embryonnaire, et qui pourrait devenir parent. Vous voyez comme c'est vertigineux. Deuxième possibilité, c'est pratiquement l'inverse. On va prendre une cellule adulte, on va prélever une cellule adulte, par exemple une cellule de peau, et on va la forcer au contraire à faire tout le chemin arrière, là, à remonter le temps,
à devenir une cellule souche qu'on va à nouveau forcer à devenir un gamète. Vous voyez pourquoi, à partir d'une cellule de peau d'un homme, je peux fabriquer un ovocyte, et pourquoi, avec une cellule de peau d'une femme, je peux fabriquer un spermatozoïde. Et quand ce sera au point, ces techniques, qu'est-ce qui pourra se passer ? Eh bien, nous pourrons imaginer, et c'est déjà évoqué, la procréation entre couples de même sexe, voire même l'autoprocréation. Nous pourrions devenir parents à notre insu par un simple cheveu perdu. Il y aura un marché, évidemment. Vous voyez qu'il n'y aurait plus aucun problème d'infertilité, ni même de problème d'anonymat. Et là, les inconnus, bien sûr, sur ces enfants à naître dans ces conditions seraient immenses, parce que le brassage génétique qui s'opère dans la procréation naturelle, au moment de la fabrication notamment des gamètes et au moment de la fécondation, est bien extrêmement bénéfique pour l'homme. Ainsi donc, l'homme peut modifier sa propre nature, devenir l'agent de son auto-transformation et venir impacter l'évolution de l'espèce humaine. Ces caractères, ces modifications seraient également transmissibles aux générations suivantes, une fois l'embryon devenu lui-même adulte et capable de se reproduire. Alors en conclusion, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de freiner la quête de connaissances ou l'innovation, parce que l'homme au fond de lui est créatif, ingénieux, et exploiter ses talents, c'est même une vocation du travail humain. Mais à un moment, l'homme, il doit quand même se demander, est-ce que ce progrès technique débouche sur un progrès humain? Est-ce que ce qui est possible est souhaitable? Ces techniques, comme l'intelligence artificielle ou d'autres qui sont créées par l'homme, peuvent être et rester ce que l'homme veut qu'elles soient. Et si la technique s'emballe, c'est quelque part qu'on la laisse aussi s'emballer. Je crois qu'il y a une question de volonté politique pour réguler tout cela. Il nous faut certes des législateurs motivés et décidés à traiter ces questions avec beaucoup de sérieux. Alors, est-ce qu'on va se laisser déposséder de notre fonction humaine, peut-être la plus belle et la plus intime, la procréation? Est-ce qu'on veut conserver ce droit de procréer sous la couette en s'abandonnant à cette loterie chromosomique, ou est-ce qu'on voudrait bien accepter de s'aliéner à cette technique qui crée des contraintes et des imperfections? Parce que ces techniques, est-ce qu'elles vont empêcher une vie sans souffrance? Est-ce qu'elles vont rendre les humains meilleurs parce qu'augmentés? Est-ce qu'elles vont nous garantir le bonheur des bébés sur mesure ou de leurs designers? Est-ce qu'elles vont ouvrir la perspective de construire une civilisation plus juste ou plus accueillante? Qu'opposer ou que proposer finalement face à tout cela? Je crois peut-être une ouverture à l'imprévisible, un consentement à une vie pleinement humaine, faite, il est vrai, de limites. À notre portée, peut-être aussi une contribution permanente, pas seulement dans cet artifice d'états généraux, mais une contribution permanente à élever le débat en favorisant l'émergence de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Une liberté qui rend l'homme responsable, une intelligence qu'il met au service de la science et sa raison pour orienter toujours ses actions, sans qu'il ne détourne son regard de celui qui sera dans ce monde que nous voulons demain. Celui qui mérite mieux, je crois, que de se savoir sur terre juste parce qu'il aura gagné le droit de vivre grâce à certains critères, celui qui sera là pour ce qu'il est, imparfait peut-être, mais unique et irremplaçable. C'est notre devoir envers les générations futures. Pour œuvrer à ce progrès pleinement humain, je crois que nous n'avons tous plus qu'à nous augmenter d'un supplément d'âme. Je vous remercie. Je viens en quatrième séquence de décodeur. La première fois, Blanche Trèbe nous avait parlé de dialectique. Vous vous en souvenez, des figures dialectiques. Et il fallait toujours revenir au réel. Ensuite, j'avais évoqué le débat bienveillant qui nous permettait d'aller creuser ensemble le puits de la vérité. Et ensuite, on a entendu Xavier Mirabel nous parler de la difficulté de s'ajuster au temps, notamment dans les décisions difficiles, et notamment médicales. Et là, je voudrais partager avec vous des pièges qui sont tendus par rapport au temps et pour essayer de pouvoir les déjouer. Je vais commencer par 3 petits exemples de journalistes qui ont très sincèrement posé les questions suivantes. C'était un gars de RTL dans la rue qui m'a dit « Comment vous qui êtes pour la vie, pouvez-vous contester des techniques qui donnent la vie ?» Et je lui ai expliqué, et puis il m'a reposé la question une 2e fois et une 3e fois encore.
sans que je puisse le convaincre. Ensuite, sur France Culture, un jour, un journaliste m'a dit dans une émission « Monsieur Derville, à partir du moment où 1 million d'êtres humains sont nés de fécondation in vitro, vous ne pouvez plus contester cette technique. » Depuis, il y en a eu beaucoup plus. Je vous dirai ce que je lui ai répondu. Et puis enfin, un ami directeur d'un média m'a dit « Comment un enfant pourrait-il contester une technique sans laquelle il n'aurait pas la vie ?» Alors tout ça, ça fait partie de l'inéluctabilité, nous avait parlé Blanche, et l'idée qu'on n'arrête pas le progrès, qu'on ne revient pas en arrière. Alors 4 techniques. Première technique de manipulation du temps qu'il nous faut déjouer et ne pas utiliser, la technique du pied dans la porte. Voilà, on nous sort un cas limite très émouvant, souvent d'ailleurs manipulé quand on regarde de plus près, et on nous dit voilà, c'est l'exception, on va encadrer cette exception très soigneusement, strictement encadrée, on dit en général, pour nous rassurer. Et puis en fait, ensuite, le cadre dérive au fur et à mesure que la porte est de plus en plus ouverte jusqu'à devenir battante. Exemple de l'euthanasie en Belgique, par exemple. Par petits pas, digue après digue, avec des effets cliqués qui interdisent le retour en arrière, eh bien, la porte est de plus en plus ouverte. Et on conduit des batailles successives autour de ces digues. La réponse, elle appartient à Alfred de Musset, une de ses pièces. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Une porte fermée est fermée, une porte entrouverte est ouverte. Voilà, vous avez raison. La solution, c'est, dans certains cas, montrer que l'exception ruine la règle. En matière d'interdit du meurtre, l'exception ruine la règle. Et si on veut prendre un exemple, imaginons le racisme, par exemple. Nous sommes antiracistes. Est-ce qu'un politique dirait « je suis antiraciste, mais par exception, je vais accepter un acte ou une parole raciste » ? Évidemment, non. Dans cette situation, nous le sommes ou nous ne le sommes pas et on n'accepte aucune transgression. D'ailleurs, lorsque nous avons des débats et que nous restons ancrés sur un point d'ancrage tout en se battant sur une digue, à l'arrivée, je me souviens d'un sénateur communiste qui nous disait « au moins votre position a le mérite de la cohérence sur l'embryon en particulier ». Parce que sinon, effectivement, c'est des points qui finissent par s'évaporer dans le relativisme. Deuxième technique, la technique du fait accompli. Et là, on nous met devant une situation qui s'impose à nous. Elle est là. Ce sont des enfants nés de gestation par autrui. Et puis attention, ça peut être très douloureux pour nous, ou peut-être pour certains. C'est dans nos familles, c'est aussi dans notre environnement professionnel, c'est autour de nous des situations qui nous obligent de cette manière par une forme de chantage, et sans que les gens en soient conscients, à accepter, à se taire, à oublier qu'il y a une injustice. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Eh bien, retourner au réel. Ça demande de garder sa liberté. Il faut avoir beaucoup de liberté pour pouvoir accéder à la vérité. Cette vérité, il ne faudra pas forcément la dire. En tout cas, pas forcément si on ne veut pas blesser inutilement. Peut-être la dire à quelques-uns tout de même. Et intérieurement la garder. Et puis, dans certains cas, dans des débats, oser la dire. Revenir au réel, c'est de dire « ces enfants nés de gestation par autrui ont subi une maltraitance originelle ». Ce ne sont pas des fantômes de la République, comme certains le prétendent, ils ont un état civil, mais la maltraitance qu'ils subissent, ce n'est pas que nous refusions la GPA pour eux, c'est qu'ils ont subi de ceux qui ont été les commanditaires une maltraitance originelle. Voilà. Et donc, je nous renvoie, quand ces situations nous touchent très intimement et que nous sommes devant des faits accomplis, à peut-être un état intérieur qui est une peine et une souffrance. On garde en soi ce sentiment d'injustice tout en accueillant avec beaucoup de respect et sans jugement les enfants ou les personnes qui sont concernées. Troisième piège, c'est celui de l'auto-justification a posteriori. Nous sommes tous, êtres humains, coutumiers de nous justifier a posteriori, parce qu'on n'a pas envie de perdre la face par rapport à ce qui s'est passé. Et bien sûr, on n'a pas envie de se retrouver en défaut. Ça nous concerne à titre personnel, peut-être dans nos familles, peut-être dans notre société ou dans notre caste. C'est très difficile d'éviter l'aveuglement collectif. Donc on va biaiser avec la vérité pour ne pas perdre la face. Alors, dans toute atteinte à la vie, il y a derrière toute atteinte à la vie un mensonge, une manipulation, un déni parfois. Je pense dans les situations d'euthanasie qu'on justifie souvent a posteriori par une belle histoire. En fait, quand on regarde le détail, non, il y a eu des manipulations. Et donc, l'important à chaque fois, c'est de revenir au réel, de revisiter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et aller regarder en profondeur sans se laisser abuser par ceux qui racontent des belles histoires ou des histoires toutes faites a posteriori parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de s'auto-justifier. Et il faut avoir par conséquent le courage de faire la vérité. Je pense dans notre accompagnement à SOS Fin de Vie, parfois il y a des personnes qui souffrent de deuil très douloureux après des suicides de proches. C'est sans doute le cas d'un certain nombre d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'il faut justifier a posteriori ce qui s'est passé ?
pour ne pas trahir la personne, le proche qui a eu cette désespérance et qui passait à l'acte, bien au contraire. Le travail, c'est de bien différencier le passage à l'acte de la personne, de ne pas résumer la personne avec son passage à l'acte, donc prendre de la distance, respecter en profondeur cette personne et pour autant accepter de récuser cet acte qui ne la résume bien sûr pas et avec tout le mystère qu'il y a autour de ces passages à l'acte. Aimer vraiment une personne, quelle qu'elle soit, ce n'est pas forcément cautionner tous les actes de cette personne et donc bien distinguer les choses pour pouvoir ne pas se laisser piéger par le piège de l'auto-justification a posteriori qui finalement entraîne dans la fatalité et dans des deuils très difficiles à faire. Et puis enfin, c'est peut-être le plus précieux et le plus compliqué, le piège du conséquentialisme. Vous connaissez ce mot conséquentialisme? C'est un argument qui consiste à dire qu'on valide un moyen à partir du résultat. Si le résultat est bon, c'est que le moyen est bon. Si le résultat est une vie, c'est que le moyen est bon. Le désir de donner la vie est magnifique, le résultat est une vie, on ferme les yeux sur les moyens, il est bienfaisant par essence. Eh bien, c'est un piège. Voilà. Je dois donc faire une petite différence, non pas forcément cautionner, valoriser, même assumer tous les moyens lorsqu'ils sont injustes, même si les résultats sont bons, voire magnifiques. Vous allez me dire, on juge une œuvre à ses fruits, j'y reviendrai. C'est pas si sûr. Enfin, en tout cas, c'est un piège. Un exemple pour contrer le conséquentialisme. Je suis amateur de jazz. J'aime beaucoup le jazz. En étant amateur de jazz, est-ce que je dois cautionner l'esclavage? Sans doute, sans le métissage qui a été lié à l'esclavage, notamment aux États-Unis, il n'y aurait pas eu la naissance de cette extraordinaire musique. L'esclavage a été une des causes malheureuses, tristes, injustes d'une magnifique musique. J'aime le jazz, mais je ne cautionne pas l'esclavage. Peut-être dans nos ascendants, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des violences sexuelles. Certains d'entre nous, peut-être, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait beaucoup compte tenu de l'histoire de l'humanité, ont, dans des ancêtres plus ou moins lointains, été bénéficiaires, pendant notre vie d'aujourd'hui, de violences sexuelles. Est-ce que j'ai besoin, par conséquent, de cautionner des violences sexuelles? Aucunement. Je ne cautionne aucune violence sexuelle, mais j'assume que je suis peut-être une conséquence lointaine et bien heureuse d'une violence sexuelle. Vous me suivez? Alors la solution, c'est assez complexe. Assumer toujours le passé, mais ne jamais cautionner l'injustice. Il faudrait pouvoir peut-être faire une différence entre le regret et le remords, même dans nos actes personnels. Si j'ai commis une faute qui a eu des conséquences magnifiques, je peux avoir un remords légitime sur cette faute sans avoir envie de revenir en arrière. On n'est pas obligé de désirer de ne pas avoir fait une faute lorsque cette faute a eu des conséquences positives. Et je vous laisse deviner, mais il y a un certain nombre de fautes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement bonnes. Nous sommes bénéficiaires. On n'est pas obligé, ça serait de la toute-puissance, de vouloir revenir en arrière. On n'est pas obligé. Voilà. Alors en conclusion, est-ce que je vous ai bien dit ce que je voulais vous dire? Parce que j'ai parlé trop vite peut-être, non? En conclusion, qu'est-ce que j'ai répondu aux 3 questions? Alors je m'en suis. Pour le gars de RTL, je n'ai pas réussi à lui expliquer. Il était toujours à me dire, vous êtes pour la vie, c'est anormal que vous contestiez une technique qui donne la vie. Mais moi, je peux répondre, on n'est pas pour la vie à tout prix. On n'est pas pour la vie au prix de priver un enfant de son père et de sa mère, ou de l'un ou de l'autre, voire des deux, au prix de concevoir des tas d'embryons qu'on va trier, etc. Donc l'injustice demeure et nous ne sommes pas non plus pour la vie si c'est pour transgresser, si ça passe par transgresser une loi profonde inscrite dans notre conscience. Lorsqu'on m'a parlé du million d'embryons nés par FIV, eh bien la réponse que j'ai pu donner à ce moment-là, c'est de dire bienvenue à ce million. Voilà, qui prennent toute leur place sur Terre, bienvenue à ce million. Mais je voudrais tout de même faire mémoire des 19 millions d'embryons, frères et sœurs de ceux-là, qu'il a fallu concevoir, trier, jeter, laisser mourir, entre guillemets, pour que cela naisse. Donc voilà, j'ai peut-être pointé, parce que c'était dans une émission, je ne dis pas qu'il faut forcément le faire ici ou là en famille, ça peut être assez douloureux, mais en tout cas intérieurement faire mémoire. Et puis au directeur de médias qui m'avait dit, un enfant ne va pas se plaindre d'une technique sans laquelle il n'aurait pas eu la vie, je lui ai dit, mais alors, s'il est né dans une machine, j'ai poussé le bouchon, s'il est né dans une utérus artificielle, ce qui n'est pas encore existant, s'il a été fabriqué totalement artificiellement, est-ce qu'il n'aura pas le droit de se plaindre d'avoir été privé de l'enceinte maternelle, de la tendresse d'une maman? Est-ce qu'il n'aura pas le droit de demander réparation à la société, d'avoir laissé concevoir la vie dans des machines? Et là, il m'a répondu, je dois vous dire, là, tu as raison. Bon, pour une fois, j'avais été à peu près clair, j'espère l'avoir été avec vous. Mais je reviens sur la question, on juge une œuvre à ses fruits. Oui, bien sûr, mais c'est quoi des fruits? Ce n'est pas l'efficacité immédiate, c'est une question de fécondité,
Et il faut voir toutes les conséquences sur la société dans l'enjeu rappelé par Pierre-Yves Gomez du tout est lié. Et on s'aperçoit bien que derrière toutes les techniques qui parfois ont des si beaux résultats, que je ne conteste pas comme beau, la vie humaine, bien sûr, puisque je suis attaché à la vie humaine, il y a aussi des mutations de civilisation qui sont de véritables régressions contre lesquelles nous devons nous mobiliser. Je vous remercie. Alors nous voici arrivés au terme de cette Université de la vie 2018 et nous avons entendu 1000 choses magnifiques, utiles, profondes. Pour ma part, j'éprouve de la reconnaissance pour toutes les personnes qui ont rendu possible cette Université de la vie. Je pense aux intervenants qui nous ont nourris de leur expertise et de leurs témoignages, les intervenants de Vita et ceux qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre. Toutes les personnes des équipes Vita qui ont organisé cette université un peu partout, avec discrétion et efficacité. Et puis les participants que vous êtes, qui par votre nombre et puis par votre implication, ont donné à cet événement tout son intérêt. Je trouve que nous sommes chanceux d'avoir pu participer à une telle aventure et ce que nous avons entendu doit maintenant nous tourner vers l'engagement et l'action. C'est ce qu'ont suggéré les deux questions que nous venons de méditer pendant 3 minutes de silence. Rappelons-nous les thèmes de ces 4 soirées. Vivre dans son temps, être présent, se donner le temps, conserver, progresser. Eh bien voilà un très beau programme d'action. Il faut que chacun de nous décline ce programme dans sa propre vie personnelle, professionnelle, amicale, familiale, associative, sociale, etc. Suis-je résolu à vivre dans mon temps ? Comment puis-je profiter des opportunités de mon époque et en même temps rester libre devant les injonctions consuméristes, individualistes, utilitaristes du monde actuel ? Comment vais-je essayer d'être davantage présent à moi-même et aux autres, dans mon travail de soignant par exemple, auprès de ceux que j'aime, auprès des plus fragiles, ou encore être présent dans les lieux où s'élabore la pensée ? Quelle résolution vais-je prendre pour me donner du temps et pour donner du temps à ceux qui comptent vraiment ? Maintenant que je perçois mieux la nécessité de se donner du temps, à quoi vais-je renoncer dans mes journées surchargées ? Qu'est-ce qui mérite d'être conservé ? Où est l'essentiel ? Et suis-je convaincu que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui ? Et donc il y a des choses à faire progresser. Voilà, les questions que je pose ici sont assez personnelles et pourraient paraître presque trop intimistes, alors que nous sommes venus ici pour changer le monde, pour comprendre les grandes tendances de notre époque, pour les accompagner ou les contrer efficacement de manière globale. Mais il y a derrière cela une conviction que vous avez sans doute devinée, c'est que ce qui change le monde, c'est le progrès de chacun d'entre nous. La culture de vie est diffusée par des témoins et non par des imprécateurs. Il y a aussi une autre découverte que nous avons pu faire au cours de cette Université de la vie. C'est que le temps n'est pas une contrainte contre laquelle il faudrait lutter dans un combat perdu d'avance, mais qu'il faut consentir à ce temps qui nous est donné et même, pour aller plus loin, en faire notre allié. Plutôt que d'espérer des changements globaux et efficaces immédiatement, il vaut mieux s'attacher à initier des processus qui porteront du fruit dans le temps. C'est ce que le pape François appelle la primauté du temps sur l'espace. Par exemple, pour combattre tel ou tel mauvais programme de l'éducation nationale, censé conditionner l'ensemble des élèves à une vision du monde dont nous ne voudrions pas, la meilleure arme reste encore la table familiale, où patiemment, jour après jour, nous éduquons nos enfants. Un autre exemple, pour que nos députés reviennent un jour sur de mauvaises lois, il faut que leurs administrés les y poussent, parce que ceux-ci auront été interpellés, un par un, par des personnes qui savent écouter, témoigner et nouer des relations. On pourrait se dire que ce n'est pas très encourageant et que c'est même un petit peu long de mettre en œuvre ce genre de programme, mais je crois qu'il faut y voir plutôt un motif d'espérance. L'histoire n'obéit pas à la loi de l'éternel retour. Elle progresse
grâce à des hommes et des femmes qui savent être à la fois créatifs et humbles. Créatifs parce qu'ils savent vivre dans leur temps et ouvrir des chemins de vie, et humbles parce qu'ils ne prétendent pas changer tout de suite, mais qu'ils prennent la peine de semer pour les générations futures dans leur vie de tous les jours, quitte même à ne pas voir les fruits qu'ils auront suscités. Ça veut dire que nous pouvons être de vrais acteurs de l'histoire. Et c'est, je crois, un motif de motivation et d'espérance. Alors, quels sont les processus que nous pourrions initier ? En entendant les multiples conférences auxquelles nous avons participé, quels sont les thèmes qui ont spécialement résonné pour chacun de nous ? Pour ma part, au cours de ces soirées, est né en moi le désir d'adresser ce soir un message spécial aux hommes. L'actualité nous montre qu'il y a nettement un mouvement qui tend à rendre les hommes illégitimes pour le débat politique, pour le débat bioéthique, en particulier lorsqu'il a trait aux femmes et au début de la vie. Un certain féminisme impose un soupçon systématique sur les hommes, qui n'agirait qu'avec l'intention de dominer les femmes. Cela peut même aller, on l'a vu il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, jusqu'à la critique de la galanterie, qui serait un moyen utilisé par les hommes pour signifier aux femmes, consciemment ou non, qu'elles seraient faibles et fragiles. Dans le domaine de l'IVG, on nous affirme parfois que les hommes n'ont rien à dire sur le sujet parce que ce n'est pas leur corps qui est concerné. On nous promet enfin une PMA sans père, qui là exclut explicitement les hommes. Blanche Streb nous a alerté le premier soir sur les procédés dialectiques qui peuvent nous enfermer, nous imposer une mauvaise conscience et nous empêcher d'agir par autocensure, l'amalgame, l'isolement, la stigmatisation par exemple. En ce qui concerne les hommes, on peut dire que nous sommes en plein dedans. Pourtant, Caroline Roux ou Valérie Boulanger nous ont indiqué combien les hommes avaient un rôle à jouer, qui était spécial et différent de celui des femmes. J'ai noté également une phrase de Tugdual d'Alderville, je le cite, « On peut être viril sans manquer de bienveillance ». Fin de citation. Alors, ça veut dire qu'il nous faut être vigilants et ne pas nous laisser exclure des débats bioéthiques. Savez-vous que 2/3 des membres d'Alliance Vita sont des femmes et que, parmi les participants à l'Université de la vie, cette année, mais c'est vrai les autres années aussi, on trouve la même proportion, 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes. Ce n'est ni étonnant, ni choquant. C'est même tout à fait normal. Les femmes ont une connivence particulière avec le mystère de la vie. Et elles ont beaucoup à transmettre aux hommes sur le sujet. Marianne Durano nous en a dit un mot le premier soir. Mais cela ne veut pas dire que les hommes doivent déserter la question bioéthique et se laisser intimider par l'ambiance délétère actuelle. Notre désir, à nous les hommes, de transformer le monde, de protéger les femmes, les enfants, les personnes fragiles, ce désir est parfaitement légitime. Nous sommes même attendus là-dessus. Donc n'ayons pas peur et n'ayons pas honte d'être des hommes passionnés, imaginatifs et courageux. Ce n'est pas s'opposer aux femmes, mais au contraire se mettre à leur service. Enfin, et là je m'adresse à nous tous, hommes et femmes, il n'y a pas de bonne raison de s'exclure de l'action en faveur de la vie. Cette action n'est pas réservée aux femmes, aux soignants ou aux experts ou encore aux politiques. C'est chacun de nous qui est concerné et qui doit s'engager. Comme mot de la fin, j'aimerais rappeler ce qui a été pour moi une des perles de cette Université de la vie, comme vous avez dû chacun repérer vos propres perles. C'est Philippe Pozzo di Borgo qui nous l'a donné. Il nous a rappelé que ce dont les personnes fragiles avaient besoin, ce n'était pas d'abord d'autonomie, mais avant tout de relations. Voilà un excellent guide, un excellent critère pour mener notre action. Cela veut dire aussi que nous qui sommes fragiles, nous avons besoin de nous mettre en relation, d'agir ensemble, de ne pas rester seuls, pour ne pas nous décourager. S'engager avec Alliance Vita fait partie de ces moyens de se relier, même si ce n'est pas le seul. Alors, je nous souhaite de trouver et d'initier de nombreux processus en faveur de la vie pour que les personnes fragiles ne restent pas seules. Et si nous nous engageons avec ténacité et courage, nous pouvons être assurés que le temps fera son œuvre. Merci à tous. C'était la dernière soirée de cette Université de la vie, édition 2018.
Merci beaucoup de nous avoir suivis avec fidélité. Vous pouvez retrouver ces différentes émissions les 4 lundis sur ktotv.com. Vous pouvez, pour approfondir, si vous le désirez, aller sur le site universitédelavie.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.